On va voir que c'est une question dans laquelle de nombreux acteurs, publics comme privés, sont impliqués, ainsi que différents échelons, l'échelon local, l'échelon national, européen et mondial. Donc nous allons évoquer des points comme les partenariats publics-privés, le modèle économique, mais également mettre en perspective le cas français par rapport au cas étranger, un petit peu ce qui se fait à travers l'Europe et à travers le monde. Donc je vais commencer par présenter nos intervenants. Dominique Lorrain, vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire technique, territoire et société à l'École nationale des ponts et chaussées. Corrigez-moi si je me trompe. Deuxième intervenant, monsieur Oliver, donc vous êtes secrétaire général de l'Académie de l'eau. Jean-Baptiste Séjourné, vous avez une double casquette, si je puis dire, puisque vous travaillez chez GDF Suez, où vous êtes directeur délégué de la branche Énergie France et directeur de la business unit production électricité. Mais nous vous avons également convié parce que vous êtes le président du groupe de travail hydroélectricité de l'Union française de l'électricité. Donc nous allons évoquer cette question-là du lien entre l'eau et électricité avec vous. Enfin, Jean-Luc Trancard, vous êtes ingénieur agronome et vous êtes également professeur à l'École nationale des ponts et chaussées. Je vais commencer par donner la parole à Jean-Louis Oliver. Donc, vous allez nous faire une présentation sur les fondamentaux de la gestion de l'eau. Peut-être pour commencer, une petite minute pour nous présenter l'Académie de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Merci. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier la Fondation pour l'innovation politique et son secrétaire général pour cette invitation à ce colloque sur la politique de l'eau. C'est effectivement pour moi un honneur et un plaisir à la fois de retrouver dans la salle bon nombre de collègues et d'amis, parfois de très longue date. Donc je vais vous dire un petit mot rapide à propos de l'Académie de l'eau, qui est effectivement une structure relativement jeune. Elle a une quinzaine d'années, ce qui n'est pas beaucoup. On a parlé comme ça de l'histoire de l'École française de l'eau, qui est séculaire et plus. Donc l'Académie de l'eau a été créée par le professeur Jean Dossé, prix Nobel de médecine, avec le concours des agences de l'eau, du ministère de l'Environnement de l'époque, et d'un certain nombre de précurseurs visionnaires, dont certains sont dans cette salle aujourd'hui. Donc le président est actuellement le professeur Marc Gentilini, ancien président de la Croix-Rouge française, et vous voyez qu'avec deux présidents grands professeurs de médecine, nous avons un intérêt marqué dans les relations étroites et complexes entre l'eau et la santé, ce qui est effectivement très important. Donc nous sommes une structure de réflexion et de proposition. Un certain nombre de caractéristiques, elle est fondamentalement pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'au-delà des séances de l'ingénieur, bien sûr très présentes, on a une représentation significative des sciences humaines et sociales qui, je peux le préciser ce matin, souvent représentées par des femmes très axées dans ces disciplines universitaires et de recherche. Deuxième caractéristique, nous sommes des généralistes, en somme intersectoriels, transversales, disons, qui s'appuient en fait sur les spécialistes que l'on trouve dans beaucoup d'autres organisations diverses et variées, qui sont nombreuses et très compétentes, comme il a été dit notamment par Antoine Frérot ce matin, dans les différents usages de l'eau et dans les différentes disciplines qui font la richesse de l'expérience française dans ce domaine. Troisième caractéristique aussi, c'est que nous avons une approche prospective. On a parlé ce matin de la France en 2040, 2050. On voit bien qu'à l'époque actuelle, la France évolue beaucoup, mais pas seulement la France. L'Europe et tout près d'elle, la Méditerranée et toutes les régions du monde connaissent des évolutions multiples dont on ne peut pas ne pas tenir compte dans un domaine comme celui de l'eau. Nous avons environ 150 membres, personnes physiques ou personnes morales, évidemment principalement des Français ou des francophones, mais pas seulement. Nous avons aussi quelques représentations internationales plus larges, avec des organisations publiques et privées de toutes les activités de l'eau qui travaillent dans des groupes de travail thématiques, tels que l'eau et la santé, que j'ai nommé tout à l'heure,
l'alimentation en eau et l'assainissement dans les situations de crise, qui malheureusement se répètent, où le problème de l'eau est tout à fait présent, la question épineuse des eaux partagées. On travaille actuellement tout particulièrement sur les systèmes aquifères transfrontaliers, après avoir travaillé il y a une dizaine d'années sur les bassins hydrographiques transfrontaliers. On pourra en parler un peu plus en détail. Et une spécialité peut-être la plus originale de l'Académie de l'eau, c'est la prise en compte de la dimension culturelle dans la gestion de l'eau, qui est effectivement assez souvent, trop souvent méconnue et qu'on ne peut pas ignorer, aussi bien en France et plus encore à l'international. Comme nous sommes une petite organisation jeune, nous travaillons systématiquement en partenariat avec des organisations beaucoup plus importantes, notamment avec l'UNESCO, à la fois sur le volet culturel de l'UNESCO, mais aussi avec le programme hydrologique international qu'il pilote. On travaille aussi beaucoup avec l'Agence française de développement, bien entendu, notamment sur ce sujet des crises et sur celui des eaux transfrontalières. On travaille bien sûr aussi avec les autres institutions publiques ou privées, et notamment les agences de l'eau, et particulièrement l'agence de l'eau Seine-Normandie qui nous héberge à Nanterre depuis l'origine. Voilà, enfin, donc après ces quelques mots, j'en viens au thème qu'on m'a demandé de présenter assez succinctement, là, qui peut s'intituler, au fond, les fondamentaux de la gestion de l'eau. Parce qu'on parle effectivement souvent de la gestion de l'eau en la caractérisant par divers qualificatifs, gestion rationnelle, gestion intégrée, gestion équilibrée, gestion équitable, ou encore très à la mode, gestion durable, sans qu'on sache toujours exactement, de manière très précise, quelle est la signification exacte de ce vocabulaire. Donc je voudrais, en commençant donc, à l'ouverture de cette table ronde, donc, rappeler quelques constatations qui peuvent paraître évidentes de base, en somme, mais qui sont parfois étonnamment méconnues. Donc, je dirais que d'abord, les eaux souterraines, hormis les eaux souterraines fossiles, qui existent dans un certain nombre de régions du monde, et souvent dans des pays arides, le cas de la Libye est très caractéristique à ces égards. Donc l'eau douce, dont on va parler, dont on parle, qu'elle soit superficielle ou souterraine, vous voyez, je parle beaucoup des eaux souterraines qu'on souvent ignore un petit peu. Donc cette eau à l'état solide, liquide ou gazeux fait en fait partie d'un grand cycle, disons, perpétuel mouvement qui est actionné par, en fait, le Soleil. C'est peut-être un peu général, mais je pense que ça a son importance de rappeler cette réalité. Seconde réalité, la distribution naturelle de l'eau est éminemment variable et très inégalement répartie, parfois même contrastée, dans l'espace, disons, en fonction des conditions géographiques, topographiques. L'eau coule toujours de haut en bas et elle s'évapore après de la mer, en fonction des conditions climatiques, mais aussi dans le temps, en fonction des saisons, en fonction des années. Il y a des périodes sèches, des périodes humides, particulièrement notoires dans son de pays arides ou semi-arides, mais pas seulement. Troisième considération, l'eau est un élément absolument indispensable et irremplaçable dans la plupart des activités humaines, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles. La mobilisation de cette ressource, son transport, son stockage, son traitement, son évacuation, quand il s'agit d'eau usée ou d'eau pluviale, conditionne en fait, on n'a pas toujours présent à l'esprit, l'implantation, le développement et même parfois la survie des populations. Quatrième élément, en sens inverse, en quelque sorte, l'eau, source de vie, comporte aussi des risques très importants et des dangers, les inondations, les sécheresses, les épidémies, les maladies hydriques, les glissements de terrain, et j'en passe, qu'il importe donc de prévenir et de contrôler autant que faire se peut. Enfin, ces flux mobiles que partagent et qui relient et solidarisent entre eux les êtres humains qui vivent ensemble, que ce soit au niveau d'une famille, d'une tribu, d'une communauté qui s'installe au bord de l'eau,
Donc ces premiers flux communs sont l'eau, certes, mais aussi le langage. Je pense qu'il y a un parallèle entre le verbe et l'eau. Le troisième élément que je vois analogique, c'est la circulation de l'argent, de la monnaie, qui effectivement, l'eau et l'argent sont un peu le système sanguin qui fait en quelque sorte tourner le monde. Et d'ailleurs, il y a une relation entre bassin hydrographique et bassin linguistique qui est assez présente. On voit bien que si on parle français en Wallonie, c'est parce que la Wallonie fait partie du bassin de la Seine, et que si on regarde la Suisse, grand château d'eau de l'Europe de l'Ouest, le versant du Rhin et du Danube parle allemand, le versant du Rhône parle français, le versant du Pô parle italien. Et on voit dans d'autres régions du monde, sans évidemment que la relation soit absolument totale. Autre illustration de cette analogie entre le cycle de l'eau et le cycle des monnaies, il est intéressant d'observer que la création de l'euro en 2000, à laquelle Antoine Frérot a fait allusion, a été exactement concomitante avec la directive cadre européenne sur l'eau. Et que les pays de la zone euro sont principalement, en général, des pays situés dans les bassins hydrographiques transfrontaliers de l'Europe de l'Ouest, comme le Rhin, le Danube, l'Escaut, l'Oder, et que les pays plus périphériques ou insulaires, qui n'ont pas la même perception d'un destin et d'un partage commun, n'ont pas adhéré à l'euro, du moins pour le moment. Dans la gestion de l'eau coexistent en fait trois problématiques différentes, complémentaires, interdépendantes, que je voudrais identifier avec vous ce matin. D'abord, la gestion particulière de chacun des multiples usages de l'eau, alimentation en eau, assainissement, eau usée, eau pluviale, dont je parlais tout à l'heure, les usages agricoles, les usages industriels, la production d'énergie. Un usage dont on ne parle pas très souvent, mais qui a une grande importance, c'est la navigation fluviale, qui pose un certain nombre de problèmes et qui aussi soutient les étiages. Il n'y aurait pas d'eau dans Paris s'il n'y avait pas le barrage de Suresnes en plein mois d'août. Et sur les fleuves transfrontaliers, en général, il pourrait y avoir une fonction navigation qui pallie à l'insuffisance de routes, de chemins de fer ou de liaisons aériennes. Donc cette gestion particulière de ces usages est évidemment du ressort d'opérateurs professionnels spécialisés, qu'ils soient publics ou privés. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est un sujet évidemment très discuté. Autre problématique assez différente et qu'il ne faut pas confondre avec la gestion particulière de chaque usage, c'est la gestion globale, à la fois d'ordre quantitatif et qualitatif, de la ressource en eau, qu'elle soit superficielle ou souterraine, ce qui implique nécessairement d'harmoniser les différents usages entre eux, qui sont tous légitimes, mais qui sont aussi concurrents et parfois même tout à fait contradictoires. Sans oublier non plus, dans cette approche d'harmonisation, la protection des milieux aquatiques et des écosystèmes, de la biodiversité, qui nécessite, dans toute cette démarche délicate, de concilier à la fois le court terme, le moyen terme, et le long terme, voire le très long terme, pour les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, et au-delà, dont on n'a pas à ignorer les besoins à venir. C'est la notion de développement durable, difficile à mettre en œuvre. Enfin, je voudrais rappeler que l'eau douce, qu'elle soit à l'état liquide ou solide, superficielle ou souterraine, est portée par un territoire où elle est aussi essentielle à la faune, à la flore et à la biodiversité, qui constitue l'environnement des populations qui habitent ce territoire. Et en fait, les problèmes de l'eau naissent et s'expriment sur un certain territoire, sur les activités du territoire qui ont un impact sur l'eau, et vice-versa, c'est l'eau qui pose un certain nombre de problèmes aux occupants du dit territoire. La gestion de l'eau, de ses usages, de ses ressources, doit donc impérativement s'articuler et s'harmoniser avec l'aménagement du territoire, qu'il soit urbain, qu'il soit rural, dans lequel cette eau ne connaît pas de limites administratives ou politiques. Elle a elle-même ses propres espaces. On a beaucoup parlé du bassin hydrographique, mais aussi parlé des aquifères, la notion de système aquifère, qui sont très présents sous nos pieds, sous plusieurs épaisseurs, souvent en communication, mais pas toujours avec les eaux de surface.
et qui sont une ressource souvent de qualité meilleure que les eaux de surface et dont on a, notamment avec le changement climatique, grand intérêt à s'occuper et à la protéger. Et donc, par conséquent, avec ces limites particulières, les eaux sont souvent partagées entre plusieurs entités politiques, voire de pays différents. Par conséquent, pour pallier, compenser les inégalités, la disparité, la variabilité dans la répartition de l'accès et la qualité de l'eau, dans l'espace comme dans le temps, il est indispensable de mettre en œuvre des mécanismes appropriés, notamment des mécanismes financiers, de redevance, de redistribution, qui permettent de prendre en considération les territoires, les populations et un horizon à plus ou moins long terme. Pour toutes ces raisons, la gestion de l'eau est bien nécessairement complexe. Elle doit faire appel à tous les ressorts de la vie collective et solidaire, car elle est en fait un reflet direct d'une certaine forme de civilisation à une époque donnée et en un lieu donné. Et ce n'est pas par hasard si les grandes civilisations du passé ont fleuri en symbiose avec les eaux de grands fleuves comme le Nil, l'Indus, le Tigre, l'Euphrate, la rivière Fergana, le fleuve Yangtze, le fleuve Jaune, etc., sur tous les continents. Et on les a même appelés, de ce fait, des civilisations carrément hydrauliques. En France, comme dans la plupart des autres pays, les villes, on l'a dit ce matin, se sont implantées et se développent en bordure même des cours d'eau, des lacs ou de la mer. Et c'est là, un peu partout, que les populations tendent naturellement à se concentrer, alors que les campagnes, elles, se dépeuplent et se vident. Aujourd'hui, le monde connaît des évolutions particulièrement rapides et profondes en matière d'urbanisation, cela a été dit, en matière d'industrialisation, d'énergie, de transport, de télécommunications, qui affectent considérablement les ressources et les usages de l'eau, depuis l'échelon local des collectivités locales jusqu'à l'échelon planétaire, avec les grands cycles climatiques. Et les changements climatiques qu'on observe de plus en plus augmentent, cela a été dit, la fréquence et la gravité des phénomènes hydrobiologiques extrêmes, comme inondations, sécheresses, y compris élévation du niveau et de la température des océans. Dans ces conditions, l'amélioration de la gestion de l'eau est indissociable de la mise en place d'une nouvelle gouvernance d'un monde clairement devenu multipolaire, pour un aménagement collectif, solidaire et global de la planète, à la fois d'ordre économique, social, environnemental et par conséquent politique. Pour une gestion efficace et durable des ressources en eau, l'expérience pratique, personnellement j'en ai fait plusieurs décennies de cette expérience pratique et fait des missions dans plus d'une centaine de pays pendant ces décennies écoulées, montre qu'il est nécessaire de mettre en œuvre un ensemble d'outils complémentaires, cohérents, conformes au concept de développement durable et de gestion intégrée des ressources en eau, qu'on appelle souvent la GIR, à savoir évidemment des outils scientifiques, techniques, technologiques, pour améliorer la connaissance et le suivi, quantitatif comme qualitatif, des eaux superficielles, mais aussi souterraines, et souterraines c'est particulièrement difficile, des outils organisationnels et institutionnels pour mettre en œuvre les politiques requises, des outils aussi juridiques et administratifs pour assurer le cadre de travail et les fonctions de régulation nécessaires, indispensables, concernant les ressources et les usages de l'eau. J'évoquais aussi les outils économiques, financiers et fiscaux pour mobiliser les capitaux nécessaires, car l'eau est un secteur capitalistique. On investit dans l'eau pour le très long terme. On a encore des ouvrages multiséculaires. Et quand on construit un barrage ou des canalisations dans les rues, ça n'est pas pour quelques décennies, bien sûr. Des outils, bien sûr, de ressources humaines pour la formation, le perfectionnement professionnel, améliorant les compétences non seulement des gestionnaires et de leur personnel technique et administratif, mais aussi des décideurs politiques qui n'ont pas toujours les connaissances requises pour les décisions qu'ils sont appelés à prendre. Enfin, des outils de participation et de coopération pour pouvoir échanger et partager en toute transparence les informations nécessaires et mener dans la durée les actions concertées et solidaires d'intérêt commun. Aucune de ces catégories d'outils n'est à elle seule, bien entendu, suffisante. C'est leur habile conjugaison qui seule permet de progresser et d'atteindre par étapes des résultats satisfaisants et durables.
Ces outils doivent être mis en œuvre de façon parallèle, progressive, aux différents niveaux, échelles nécessaires, le niveau local bien entendu, le niveau national en passant le cas échéant par le bassin hydrographique qui peut être supranational et donc les problèmes transfrontaliers, voire le niveau international, en prenant en considération donc, les unités géographiques naturelles, bassins hydrographiques et systèmes aquifères. Dans le monde d'aujourd'hui, il incombe absolument au pouvoir public de promouvoir, avec le concours de tous, une politique globale et cohérente de mise en œuvre des ressources en eau qui permettent un développement harmonieux de chacun des usages de l'eau, tout en tenant compte, et c'est toute la difficulté, des autres utilisations de cette même eau. Avec le concours de tous également, les pouvoirs publics ont simultanément d'importantes responsabilités à exercer en ce qui concerne la nécessaire réglementation, normalisation spécifique, ce qu'on appelle la régulation des principaux usages de l'eau, du point de vue de la santé publique, j'ai commencé par là tout à l'heure, pour établir et faire respecter, car il ne s'agit pas seulement d'établir, il faut les faire respecter, les normes de qualité pour la production et la distribution de l'eau potable, pour les rejets d'eau usée urbaine ou industrielle, ou pour la réutilisation éventuelle des eaux usées, ce qui est un problème nouveau accru, notamment dans les pays arides, et même ailleurs, comme à Singapour par exemple, ou en Australie, prévenir les pollutions, etc. Du point de vue de la sécurité publique, c'est un aspect important aussi pour établir et faire respecter les pratiques les meilleures en matière de conception, de construction et d'exploitation des ouvrages hydrauliques, tels que les barrages, les digues. On voit bien qu'il s'agisse des digues le long des fleuves ou les digues à la mer, c'est un problème d'actualité pour la protection contre les inondations et l'annonce des crues éventuelles. Pour la réglementation aussi et contrôle des installations industrielles qui peuvent présenter des risques immédiats ou à terme pour l'environnement. Du point de vue aussi de la concurrence, en ce qui concerne notamment la tarification de l'eau, sa structure, son niveau, de manière à assurer un équilibre satisfaisant entre les vertus mais aussi les excès de la compétition économique dans un domaine qui est sujet par nature au monopole de situation. Du point de vue de la protection de la nature, de la faune, de la flore, des écosystèmes et de la biodiversité, en prescrivant et en faisant respecter, là encore, les objectifs de qualité des eaux, ainsi que des débits réservés pour garantir un écoulement minimum dans les rivières et le maintien de la vie aquatique. Enfin, du point de vue de l'information, permettant aux usagers d'accéder à des informations claires et transparente afin de pouvoir participer utilement aux prises de décision par la consultation du grand public. Le prochain forum de Marseille, que la France, donc cette ville de Marseille, vont accueillir en mars 2012, et qui se veut, ça a été dit, le forum des solutions, devrait permettre de faire progresser, espérons-le tous, ces orientations de base. Je vous remercie pour votre attention et je reste bien entendu à votre disposition pour le débat et les questions. Merci. Merci Jean-Louis Oliver. Dominique Lerin, vous allez nous parler notamment de la question de l'évaluation dans une perspective internationale. Très bien, écoutez, d'abord merci de m'avoir invité. Alors, ce que j'ai à vous dire en fait tient en 3 points, vu de mes propres travaux internationaux. Alors d'abord, moi ce qui me frappe, c'est la formidable plasticité des institutions. Il fut un temps où, dans la plupart des pays au monde, lorsqu'on parlait de gestion d'eau, on disait que c'était une gestion publique. Et aujourd'hui, si on regarde les choses, on dirait que nos voisins anglais ont adopté une méthode qui est la full privatization, c'est-à-dire qu'on vend des actifs. L'Europe centrale, l'Allemagne, Pays-Bas, Danemark continuent à penser que la gestion publique a des qualités. La France, depuis le milieu du 19e siècle, a inventé un modèle contractuel qui est fondé entre un maire qui décide, une entreprise qui réalise des missions de service public, et tout ceci est rédigé dans un contrat. Et puis on a des exemples de pays émergents qui évoluent extrêmement vite et qui, à mon avis, nous forcent à réfléchir. Alors moi, ce qui me frappe, ça fait assez longtemps que je travaille en Chine, c'est que ce pays venait donc d'un héritage totalement public, confusion entre celui qui fait et celui qui commande, des tarifs extrêmement faibles, un rôle central joué par le plan et le budget. Et tout doucement, la Chine, confrontée à d'énormes problèmes en matière de gestion d'eau, a exploré des tas de solutions. Et alors là-dessus, évidemment, on a eu le défilé d'à peu près tous les pays occidentaux, de la Banque mondiale et du FMI, qui leur ont proposé évidemment chacun
obtient la meilleure solution. Donc les Chinois sont ouverts, travailleurs et pragmatiques, et donc en fait ils ont tout essayé. Donc ils ont acheté des technologies, ils ont envisagé des BOT, enfin différentes techniques contractuelles. Et en fait ils en sont venus, à partir de 2002, à une solution qui est une sorte de mixte entre tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris des Anglais, donc ils ont constitué des sociétés publiques dont ils ont vendu la moitié des capitaux. Donc il y a un petit élément de privatisation anglaise. Puis ils se sont dit, oui mais quand même, faire que cela présente des risques. Donc ils ont ajouté à ça la formule du contrat, comme en France. Et puis enfin, comme en Allemagne, vous avez une forte implication des acteurs publics qui en fait pilotent les compagnies d'eau, donc on appelle des joint ventures ou co-entreprises. Et donc aujourd'hui, vous avez un nombre non négligeable de ces sociétés qui sont en train de gérer l'eau, et en particulier dans les villes les plus difficiles. Alors, ce que je retiens de cette formidable diversité des solutions, c'est qu'au fond, ceci nous amène à deux choses. D'abord, avoir une sorte de modestie française qui est de dire, bon, nous ne sommes pas mauvais, mais les autres non plus. Et donc, on pourrait aussi comprendre les autres, donc avoir une sorte de distance. Et la deuxième chose, c'est que nous serions certainement bien inspirés en France à arrêter nos guerres moyenâgeuses sur le sexe des anges, les vertus du public et du privé, et au fond, pour nous concentrer, non pas sur la manière de faire, mais sur l'évaluation des résultats. Et vous voyez, si je vous parle de l'expérience chinoise, c'est que les Chinois sont des pragmatiques, ils n'avaient pas de préconception sur ce qui était la bonne solution, faut-il du public et du privé, ils ont jugé ce résultat. Et après avoir fait des expériences pendant 15 ans, à un moment, ils se sont dit, finalement, la solution de la joint venture est un compromis, est un équilibre qui consiste à confier des missions à une entreprise privée que l'on contrôle d'une certaine manière, et ils en sont heureux, et ils sont en train de développer ça. Donc ça, c'est mon premier message, et je dirais que, vous voyez, enfin, je veux dire, ce débat français dont on n'arrive pas à sortir, qui pour moi est un débat moyenâgeux, en fait, est incompréhensible dans les autres pays étrangers. Mon deuxième point, c'est que si on se concentre sur les résultats, je trouve qu'il faudrait faire des efforts d'innovation institutionnelle pour mettre l'individu au centre de l'évaluation des résultats. Alors je dirais que ceci ne va pas du tout dans la tendance actuelle, où sous l'influence essentiellement des économistes et du bon sens, on dit on va multiplier les agences de régulation, qui sont des formules, des institutions distantes, et donc pour faire circuler l'information des exploitations vers ces agences, en fait, on développe des outils de reporting. Mais un outil de reporting est par définition même un outil assez sophistiqué, qui passe par des mécaniques informatiques, qui produit du chiffre moyen. Et je suis de plus en plus convaincu que s'il peut y avoir des problèmes de gestion des affaires publiques, c'est parce qu'au fond, les acteurs, les grands acteurs reconnaissent des moyennes et les individus sont toujours singuliers. Donc moi je pense que si on veut progresser dans l'amélioration de la gestion de l'eau, mais aussi d'autres services publics, il faut repositionner le problème et placer au centre de nos dispositifs et notre analyse l'individu. Alors de ce point de vue-là, je trouve que avec l'expérience française passée, on ne part pas d'une manière, on n'est pas totalement désarmé. Parce que, sans le dire, ce système français a fonctionné sur une sorte de triangle peu formalisé de l'élu qui délègue, de la firme qui fait le travail, et de l'usager qui peut manifester son accord ou désaccord et qui paie le tarif. Et dans ce triangle-là, vous avez au fond des échanges croisés où chacun est obligé d'écouter l'autre. Alors on pourrait dire que ceci s'est fait sans théorie, a été peu formalisé, c'était une sorte de régulation sans régulateur. Si on regarde l'évolution des dernières années, la partie du rapport du maire à l'entreprise a été améliorée. Donc on a des textes de loi qui expliquent un peu mieux comment organiser la concurrence, suivre les contrats et tout ça. Et je pense qu'on a un peu laissé dans l'ombre la place de l'usager.